Barnabé Milingagno est avec nous, président du Rassemblement des leaders congolais pour le changement. Bienvenue. Merci beaucoup, Jean-David. Bien portant ce soir, cet après-midi. Par la grâce, Dieu nous préserve encore. Alors, les informations, donc, avant qu'on ne parle de l'accord, l'insolite, on peut le dire ainsi, le pasteur Marcelo s'est remarié une année après le décès de sa femme. Un peu d'agitation. Et vous, comment vous avez jugé? Vous avez trouvé cette situation? Je félicite les pasteurs. C'est un père spirituel à qui Dieu a fait la grâce de trouver si vite une accompagnatrice. La Bible dit que le mariage, c'est un contrat qui a un début et qui a une fin. Et la mort fait partie des éléments de cessation du contrat de mariage. Il n'est pas dit à quel moment il faut se remarier. Si tu peux le faire le lendemain, ce n'est pas un péché. Alors si l'homme de Dieu a trouvé, je comprends, peut-être il y avait... les mêmes agitations sont enregistrées à l'époque de la naissance de Jésus. Quand le prophète Ésaïe a annoncé qu'une vierge mettra au monde Emmanuel, dans chaque famille, on gardait des vierges. Et on pensait que le sort va tomber dans notre famille. Peut-être nos sœurs congolaises voudraient que, ou bien les fidèles de son église pensaient que le sort allait tomber sur elles. Mais Dieu soit loué parce qu'il a béni son serviteur par une aide semblable. Voilà, aide semblable, ok, on en reviendra peut-être les jours qui suivent. Alors, on va parler de Doha. Le Doha, l'accord de principe, cet accord, jusque-là, qui est compris différemment. Plusieurs approches. Côté M23, ils ont leur manière de comprendre. Côté gouvernement, leur manière de comprendre. Est-ce que ce n'est pas là un point de friction? Non, je crois que ça pose problème, étant donné que les négociateurs eux-mêmes ne donnent pas la bonne définition de ce qu'ils font. Ce n'est pas un accord. Constitutionnellement, seul le chef de l'État signe un accord. C'est conformément à l'article 213, 214, 215 de notre Constitution. Après que le texte soit discuté au Conseil des ministres, au préalable d'abord les techniciens des affaires étrangères, ils peuvent discuter. Et puis le texte doit aller au Parlement, discuter à l'Assemblée nationale, au Sénat, et puis pour une lecture de conformité par la Cour constitutionnelle. Parce que les éléments discutés engagent les sols, le sous-sol, engagent beaucoup de choses. Alors, le monsieur qui a signé à Doha n'a pas qualité de représenter la République. Il représente le chef de l'État, mais il ne représente pas la République démocratique du Congo. Ça, c'est de un. De deux, ce ne sont que des préludes pour maintenant des négociations. Alors il faut dire ici aux gens que le conflit, il est dynamique. Et le dynamisme du conflit aboutit par l'adaptation et le contrôle. Mais pour le cas de la République démocratique du Congo, nous avons trois types de conflits. Il y a le conflit mimétique, le conflit d'intérêt et le conflit identitaire. Moi, j'ai toujours fustigé du fait que nous mélangeons les approches. Peut-être parce qu'on a cru que les autres pays vont à l'étranger pour négocier, que nous aussi nous pouvons aller à l'étranger. J'avais dit sur ce plateau par vous-même, quand tu m'as invité, cette question devrait être rabattue et les chefs de l'État devraient s'écarter de ça. À l'époque, il y avait encore Bunagana. Il n'y aurait pas des enjeux que nous avons aujourd'hui. Le conflit, il est d'abord identitaire. Il y a les problèmes. Nous avons des Congolais qui sont dans des pays limitrophes, dont certains Congolais ont cru qu'ils ont les thermomètres pour mesurer leur congolité. J'avais dit ceci, pour cette question-là, il faut laisser aux chefs coutumiers du Rwanda et les chefs coutumiers de la RDC de parler de cette question. Vous savez, ça va facilement créer un autre conflit encore. Vous avez été absent, par exemple à Masisi Ruchuru, pendant 20 ans, 10 ans. Quelqu'un a récupéré votre champ. Le jour où vous venez, vous dites qu'ici c'était mon champ. Ça va créer encore un autre problème. Toi, tu étais éleveur, l'autre est agriculteur. Mais les chefs coutumiers peuvent savoir, toi, tu es de quelle lignée, tu es de quelle famille, je crois qu'il faut rabattre. Alors maintenant, actuellement, déjà,
La tournure qu'a prise cette situation est tout à fait différente. À l'époque, c'était au niveau de Bunagana, mais ici, c'est au niveau maintenant des grandes villes, Bukavu et Goma. C'est que vous n'allez pas rabattre cette situation au niveau des chefs coutumiers. Il faut entrevoir autre piste de solution. J'ai parlé des 3 conflits. Les conflits identitaires, il faut laisser que ça soit négocié au niveau le plus bas par les chefs coutumiers. Mais là, ce que tu soulèves là, c'est une question du conflit d'intérêts. Il s'agit des conflits d'intérêts. Oui, il y aura des négociations, ce n'est pas la première fois. Il y a 25 ans, on a vécu ça. Donc on va encore aboutir à une affaire où Bumba s'élève, c'est Henri Magie qui se met, ou toi tu t'élèves, c'est Soumino qui s'élève, c'est Nanga qui prend, ou bien on va encore avoir les 1+4. Mais ça, avoir encore Nanga, mais ça va choquer certaines sensibilités, parce que il faut qu'il y ait aussi réparation. Il y a eu des morts. Bon, être choqué, c'est quand on est choqué, c'est qu'on est en vie. Il faut d'abord rester en vie que de mourir. Alors, tous sont les enfants du pays. Nous sommes tous les enfants du pays. Il y a ceux qui sont à l'est, d'autres sont à l'ouest. Pourquoi il y a eu des conflits? Peut-être parce ceux qui étaient aux affaires ont mal gouverné, ils peuvent aussi se repentir. Oui, mais les enfants du pays, ils ont pris les armes. Ils ont pris les armes, ils se sont mis en marge de loi du pays. Ce n'est pas une première. Toute mauvaise gouvernance amène à la prise des armes. Alors là, il ne faut pas encourager la prise des armes. Non, je n'encourage pas. Alors, il faut... Moi, je dis tout simplement que toute mauvaise gouvernance, lorsque vous ne respectez pas la Constitution, lorsque vous ne respectez pas la répartition du patrimoine commun, ça fait partie des conséquences. Quitte à dire que chacun de nous fait son choix. Moi, Barnabé, je suis en train de travailler pour avoir le seuil et participer aux élections de 2028. Moi, j'ai fait les choix démocratiques. Je me suis déjà battu pour avoir cette constitution que nous avons. Moi, je pense qu'il faut rester dans la constitution. Voilà. Oui, mais là, vous pensez qu'il faut rester dans la constitution, mais déjà, si aujourd'hui on parvenait à aller au niveau, on est déjà au niveau de Doha, l'issue de ces négociations risque d'empiéter sur la constitution. C'est que la constitution risque d'être violée. Non, je ne pense pas que la Constitution va être violée parce que... au nom de quoi vous allez donner la primature à un opposant alors que la primature, il faut que ça revienne à la majorité? Au nom de quoi vous allez changer certains membres des institutions? Heureusement, tu avais fustigé cette affaire il y a quelques 3, 4, 5 ans. Lorsqu'on disait aux gens, respectez la Constitution. Parce que la Constitution parle de la gouvernance par cohabitation, ou la gouvernance par la coalition. Mais il fallait avoir la majorité au Parlement. Nous avons assisté, et les juristes avaient accordé, que les députés pouvaient changer de camp. On a assisté à ça. Et la Cour constitutionnelle a donné une explication. Et donc, si aujourd'hui nous sommes gouvernés par cohabitation, le gouvernement qui viendra peut-être pourrait être par cohabitation. Donc l'essentiel, c'est d'arrêter d'abord la guerre et commencer à réfléchir comment on peut avoir un gouvernement d'union nationale qui va nous amener aux élections. C'est tout ce qui reste, je crois. Dans les 36 mois, il serait mieux qu'on puisse avoir un gouvernement d'union nationale, bien sûr un dialogue. Par un dialogue? Oui, il faut. Le dialogue est obligatoire. C'est un passage obligé. Ça sera organisé où? Bon, ça dépend des organisateurs. Moi, je ne souhaite pas que ça soit organisé à l'étranger. J'aurais voulu que ça soit organisé à Kitona ou à Kiboma. Oui, mais là, le problème, c'est qu'il faut des mesures de confiance pour ceux qui sont en dehors du pays pour qu'ils viennent. Ceux qui ont des problèmes, comme Katumbi et les autres, ils ne vont pas accepter de venir comme ça. Mais là, ils vont faire comment? Quelle est la solution? Non, c'est que mais il faut des mesures de confiance. Non, les mesures que de le gouvernement confiance... fasse tout pour mettre ces mesures de confiance, qu'une fois que vous êtes ici, vous ne serez pas inquiété. Bon, moi, j'ai déjà connu ce cas. On était avec l'accord de Lusaka. Le gouvernement, aujourd'hui, va tomber dans le cas de la belligérance. Ils vont devenir des belligérants. Et les autres vont devenir aussi belligérants. Et la communauté internationale... Qui va tomber dans le cas de la belligérance? Oui, la partie gouvernementale. Comment ça? Non, ça va vous pensez que ça va négocier comme qui? Le gouvernement de Kinshasa, maintenant, est en train de devenir belligérant. Donc ils vont négocier au même titre que ceux qui sont à Goma ou au même titre que la société civile, au même titre que l'opposition non armée. Oui, mais en fait, Lusaka, à l'époque,
il n'y avait pas des institutions légitimes. Mais actuellement, il y a des institutions légitimes. Des institutions issues des élections de 2023 qui ont donné la majorité au président de la République qui est là. Alors, Lusaka, c'est différent de 2025, 2026. Non, non, attention, c'est une erreur que tu veux introduire. Le gouvernement de Kabila était à Kinshasa, il était considéré comme le gouvernement légitime parce que c'était le siège des institutions. Il était reconnu par les ambassadeurs. Toute l'organisation internationale, ONU, tout ça, reconnaissait Kabila comme président de la République. Maintenant, étant donné que sa légitimité ne couvrait pas toute l'étendue de la République, on était un État archipel, on a reconnu à ceux qui administraient d'autres parties du territoire le même titre que lui. C'est ça la belligérance. Et pourquoi on a réparti les 1+4. Alors, dans les cas d'espèce, par rapport à l'accord de principe, on parle de la restauration de l'autorité de l'État. En même temps, on dit que toutes les parties gardent leur zone d'occupation. Est-ce que ce n'est pas là un piège? Non, moi je crois qu'il faut savoir faire des concessions. Une négociation, c'est perdre et c'est de gagner. Il faut savoir faire des concessions. Les concessions, par exemple, comment vous allez faire pour demander aux 60 000 militaires qui étaient là comme FARDC, qui ont rejoint l'autre camp? Vous allez faire des comment? Ils sont congolais. Il suffit de les réintégrer. Réintégrer dans l'armée? Ah, mais vous allez faire comment? Mais c'est que, donc, ça fait partie des lignes rouges du gouvernement. C'est que il ne faut pas qu'il y ait brassage. Je suis en train d'éviter de dire ça. Mais c'est ça, brassage, mixage, c'est ça. Donc même si vous évitez de dire ça. Et si ceux qui sont là disent que on ne peut pas brasser les FARDC parce qu'ils ont perdu le territoire, pourquoi vous les appelez armée gouvernementale? Ça peut être, voilà les questions de négociation. Hein? Vous avez perdu le territoire. En quoi est-ce que vous êtes meilleur? Vous êtes incapable de me chasser là où je suis. Faites des concessions. Faites des concessions. Regardez pourquoi notre armée ne marche pas. Alors il faut réformer les commandements, il faut réformer les textes. Mais comment faire des concessions aussi longtemps que nous avons un instrument juridique international, la résolution 2773, qui demande au M23 de se retirer? Vous savez... C'est un instrument important. Mais ça n'a pas le pouvoir coercitif. L'instrument, il peut être international, mais il n'a pas le pouvoir coercitif. Ça fait combien d'années la MONUSCO est ici, mais il y a toujours des guerres qui recommencent. La communauté internationale sont les Français. Moi, je n'aime pas trop ça. Je considère que ça n'a aucun impact sur le terrain. Bon, et si on levait l'option de parler comme nous, forestiers? Parce que si tu demandais mon avis, moi, et si je soutenais, par exemple, la guerre? Allez, reprenez alors la guerre, que le plus fort gagne. Tu vois qu'on a estimé que les victimes collatéraux seront des enfants, des vieilles femmes inutilement. Alors, pour éviter qu'il y ait mort d'homme, on demande à chaque camp, vous me comprenez, de faire des concessions. Par concession, c'est quoi? Il y a des gens qui sont en conflit juste pour des raisons d'intérêt. On en a vu un ici, sur cette chaise, dire que pour sa maison, il peut faire la guerre. On a appris que d'autres ont fait la guerre pour les carrés mini. Ça, c'est le conflit d'intérêt. Alors, il faut éviter que les gens meurent pour le conflit d'intérêt. D'autres font seulement le conflit de positionnement d'intérêt pour entrer au gouvernement parce qu'ils savent qu'il y a 20 ans, 25 ans, quelqu'un a rejoint une rébellion, il a eu du boulot. Tu as remarqué avec moi, que dans ces pays, on fait semblant d'être loyal que quand on est aux affaires. Lorsque vous êtes démis de vos fonctions, vous devenez opposant et vous êtes même prêt à prendre les armes pour revenir à votre fonction. C'est comme ça que nous avons entendu quelqu'un dire dans ces pays que le président honoraire il était mauvais, mais il avait de bons conseillers. Mais l'actuel est bon, mais il a de mauvais conseillers. Et pourtant, c'est toujours les mêmes conseillers qui ont traversé et qui reviennent de part et d'autre. Alors, maintenant, aujourd'hui, c'est quoi les défis par rapport à l'accord de principe qui a été signé? Le défi qui est ici, c'est de ramener les conflits, la résolution des conflits entre nous, fils du même pays. C'est quand même... Pas au niveau de Doha, encore au niveau des États-Unis. Moi, je crois que ça sent plus le business. Vous sentez qu'ils ne maîtrisent pas très bien les dossiers. Nous apprenons qu'ils sont là juste pour voir leurs intérêts. On aura quoi? Est-ce qu'on aura les mines? Est-ce qu'on aura les marchés? Non, mais entre nous, fils du pays,
le défi est de rabattre notre orgueil et revenir, par exemple, autour de nos pères spirituels, afin d'essayer de nous parler. Afin d'essayer de nous parler. Chacun de nous doit expliquer pourquoi il est dans cette situation. Parce qu'il y a encore de doutes. Fayoulou l'aurait dit au niveau de Jeune Afrique, que lorsqu'il a rencontré le chef d'État Félix Tshisekedi, le chef d'État lui a dit, mais il mettait beaucoup plus de doutes pour faire appel aux évêques. C'est que pour le moment, s'il n'y a pas de convocation de dialogue, il y a encore des doutes qui persistent. Le chef de l'État avait promis aux gens de l'Est des réalisations qu'il devrait faire. Il a promis aux gens du Sud, aux gens du Nord, aux gens de l'Ouest. Cette situation ne lui permet pas d'accomplir ses promesses électorales. Si on continue comme ça, il reste combien de mois pour que le mandat se termine? La Constitution ne lui permet pas de faire le 3e mandat. Donc lui aussi, il a intérêt à accomplir ce qu'il a promis pour la population de l'Est, dans les 36 mois, 40 mois qui lui restent. Alors, pourquoi continuer à dire je doute? Chaque jour, le jour passe, il n'a plus beaucoup de temps, il n'aura pas de marge de manœuvre. Moi, je pense qu'il est temps de dire, bon, écoutez, arrêtons, venons, mettons-nous autour d'une table et exécutons le programme de développement de notre pays. Si on fait ça, on n'est plus réfléchi. Mais continuer à bloquer, continuer à résister, ça, les temps passent. Et si on peut se réconcilier dans 3 mois, 6 mois, est-ce qu'il a l'argent pour faire les élections? Et on peut se retrouver et dire, bon, mon cher ami, toi, tu as fini ton mandat, c'est pas toi qui nous amène aux élections. Là, l'urgence, c'est de se mettre autour d'une table, faire le dialogue intercongolais très rapidement, qui va reproduire un gouvernement d'union nationale qui n'aura qu'une seule mission: organiser la 2e alternance, les élections de 2028. Kadima a déjà balancé le calendrier, raison pour laquelle mon parti, Rassemblement des leaders congolais, nous nous préparons à briguer les élections à tous les niveaux. Et il y a des conditionnalités. Il faut le seuil, par exemple. C'est le moment de travailler pour le seuil. Les gens vont être encore surpris. À la veille des élections, je suis candidat, mais il faut avoir le seuil. Est-ce que dans ces conditions, vous croyez qu'il y aura élection? Parce que le président ou le pouvoir actuel est en train de regretter le temps perdu avec FCC, le temps perdu avec, donc dès les débuts du mandat avec la guerre, 2 ans. C'est-à-dire qu'il pourrait aussi demander 4 ans aussi des glissements, comme ça a été de 2016 à 2018. Non, je crois que c'est une erreur de considérer ça comme ça. C'est une jurisprudence qui a existé. Non, non, un étudiant, toi et moi on a été étudiants, un étudiant malin et intelligent prépare toujours la session. Même si les profs sont en grève, même si les administratifs sont en grève, toi, un bon étudiant, prépare les élections. Si tu es démocrate, prépare les élections. Et il faut être sérieux, méticuleux. Pour le reste, faire la guerre fait partie des attributions du chef de l'État. Régler les conflits. La Constitution dit qu'il est le garant et c'est lui qui réglemente les conflits. Ça fait partie de ses attributions. Ça ne peut pas devenir un alibi pour dire je n'ai pas été capable, accordez-moi encore un glissement. Parce que peut-être dans les temps de glissement, il y aura encore une reprise des armes. Donc nous, on est dans la logique qu'il faut rester pragmatique, convoquer les dialogues, gouvernement d'union nationale, allons aux élections dans les délais constitutionnels. Est-ce que l'accord de principe, ça peut être considéré comme insatisfait pour le gouvernement en place? Parce qu'on voit déjà des colloques qui sont organisés pour vulgariser. C'est comme si c'est déjà un acquis pour le pouvoir. Bon, nos amis là, je crois qui font ça, c'est juste occuper les espaces médiatiques. Mais à la question de savoir qu'est-ce qu'on a obtenu, qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qu'on a cédé, qu'est-ce que nos amis ont concédé, peut-être il n'y aura pas de réponse. Moi, je considère que c'est je considère que c'est une perte de temps. On ferait mieux de se mettre autour d'une table de chaque tendance et commencer à parler. Et qu'est-ce qu'on a je rappelle quand même que le 2 août, la guerre a commencé, la guerre du RCD. Le 15 août, il y a eu début des négociations à Victoria Falls, au Zimbabwe. Mouzé et Kara se sont retrouvés pour les premières négociations. Mais ça a pris 5 ans. Ça a pris 5 ans. Donc il faut être pratique et considérer qu'il y a toujours des pièges, des solutions de réchange, il y aura toujours des perturbateurs, il y aura tout ceci. Ceux qui vulgarisent ici, ils peuvent aussi aller le faire où? Ils peuvent le faire qu'ici,
là où ils peuvent aller à l'Unikin, à l'Ista et consorts. Il peut aussi qu'ils aillent à Boende. Peut-être là, on ne sait même pas qu'on est en conflit. Donc, il faut faire attention. Notre pays, ici, a des problèmes très, très sérieux. Et soyons pratiques. Accélérons un peu pour réduire le timing de la souffrance que nous subissons aujourd'hui. Alors, la restauration de l'autorité de l'État, qu'est-ce qui bloquerait aujourd'hui pour qu'il y ait restauration de l'autorité de l'État? En même temps, cette approche n'est pas comprise de la même manière que de l'autre côté M23. Nous sommes actuellement un État archipel. Actuellement? Oui, en sciences politiques, un État archipel, c'est là où l'autorité du chef de l'État n'est pas exercée au même titre sur toute l'étendue de la République. Et là, je parle en termes de périmètre et en termes de superficie. Alors, pour lui, comment peut-il céder? J'apprends par exemple que bientôt il y aura les élections de bourgmestre et des administrateurs du territoire. Ça va se passer comment sur l'autre territoire? Est-ce qu'on va coopter les bourgmestres qui sont là-bas et les députés qui sont là-bas? Non. Alors, il faut éviter de jouer à ce jeu d'Autriche, à ce jeu de cache-cache. C'est simple. Chaque parti amène ses délégués. Nous montons dans les trains. Nous allons à Kitona. Nous avons les treillis le matin. On fait la marche. On va dans les réunions. On mange le mvungouré. Nous sommes en tenue militaire. Tu verras qu'on ne fera pas longtemps. Mais si vous mettez les dialogues à Doha, en Afrique du Sud, mais mon cher ami, on fera une année. Hein? On fera une année. On peut aller à Kibomango. Tu verras qu'il y aura la solution très très rapidement. Donc moi je pense, nous perdons l'État. Inutilement, les seconds mandats du chef de l'État est en train de se filtrer rapidement. Ça risque de ne pas apporter les résultats escomptés. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné dans l'accord de principe de Doha? Peut-être la cessation des hostilités, mais de temps en temps, il y a je voulais parler des escarmouches, de temps en temps, il y a des lignes qui bougent. Mais si on peut cesser les affrontements sur la ligne de front, c'est déjà beaucoup, en termes de perte de vies humaines, un peu de munitions. Mais il ne faudrait pas que ce soit un semblant, parce que nous voyons des images des renforcements des troupes de part et d'autre. On apprend par-ci, par-là des nouvelles qui ne sont pas rassurantes. On doit quand même jouer aussi sur la confiance, sur le respect de la parole donnée. Donc c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué. Mais la grande victoire, c'est la cessation des hostilités, c'est la ligne de front. Pour le reste, il faut simplifier. Pour le reste, il faut simplifier. Simplifier, c'est ça, organiser le dialogue? Très rapidement, remettez ça entre les mains de nos pères spirituels. Si vous doutez des églises catholiques, mettez ça aux kimbanguistes. Remettez ça aux musulmans, ils peuvent aussi organiser. Ils ont des intellectuels, ils sont tous fils du pays. Mais... Alors, est-ce que le fait là d'élargir le comité d'organisation des élections, mettre les évêques catholiques, mettre aussi les autres confessions religieuses, Dodo, Kamba et les autres, ça ne risque pas de bloquer la machine? C'est encore une fois le conflit d'intérêts. Ils se battent pour un positionnement tribalo, politico, économico, financier. Et non. D'abord, il faut reconnaître que les catholiques, s'ils ont la charge d'organiser les élections, parce que c'est eux qui ont des écoles, c'est eux qui gèrent les bureaux de vote. Alors il faut leur faire confiance. On ne peut pas avoir un conflit entre deux individus parce qu'on a grandi dans la même maison ou bien parce que nous fréquentons la même paroisse, que ça peut pénaliser celui qui est à Djougou. Non, l'église catholique est représentée sur toute l'étendue de la République, ainsi que l'église protestante. D'ailleurs, beaucoup de gens ne savent pas que ces pays appartiennent à ces deux organisations-là. C'est eux qui ont commencé. Ces pays appartiennent, les premiers occupants ici sont les protestants, américains d'ailleurs. C'est eux qui ont créé des chefferies, c'est eux qui nous ont donné de noms et consorts. Et les catholiques qui sont implantés sur toute l'étendue. Faisons confiance. Cette crise, en se regardant au bout du nez, fait tuer beaucoup de gens et retarde notre pays. Nous sommes parmi les 2 pays au monde qui n'ont pas de route. Je crois qu'il n'y a que nous et le Yémen. Comment on peut rester jusqu'aujourd'hui sans route? Donc la souffrance continue, il faut arrêter ça. Et puis il faut permettre au chef de l'État de terminer son mandat en exécutant le projet de société ou le programme électoral qu'il avait énoncé. Jusque-là, l'idée des révisions constitutionnelles n'est toujours pas encore enterrée, hein? Ça continue toujours.
Non, je crois qu'on n'aura pas les moyens financiers. D'organiser La révision constitutionnelle. Non, vous savez, les référendums... Donc c'est fini pour... Non, je crois que ce n'était pas bien énoncé d'abord. Pour quelle raison on doit réviser la Constitution? Hein, on ne doit pas réviser la Constitution pour réviser. Les référendums vont coûter comme les élections électorales de 2028. Dis-moi maintenant, un pays en guerre, divisé, comme ça, saucissonné, comment est-ce qu'on aura l'argent pour faire les référendums en supposons 2026 et organiser les élections en 2028? Est-ce que vous ne voyez pas qu'actuellement, tous les ingrédients sont réunis pour passer soit au changement de la Constitution ou à la révision constitutionnelle? Et en plus de cela, on parlera aussi du fédéralisme sous silencieux-là. Non, il y a un problème de communication, Jean-David. Si tu prenons l'exemple de l'article 3 de notre Constitution. Si tu regardes dans les dictionnaires, Wikipédia, Google, Larousse, la définition du fédéralisme, tu trouveras les mêmes concepts dans l'article 3 de notre Constitution. Notre Constitution, à son article 3, consacre l'autonomie des provinces, judiciaire d'ailleurs, juridique. Ça c'est unitaire, fortement décentralisé. Non, c'est-à-dire si tu regardes les mêmes définitions, les mêmes mots, c'est-à-dire que l'amba fédéralisme, et tu prends notre article 3, tu trouveras les mêmes ingrédients. Si on appliquait conformément notre Constitution, l'article 3, personne n'envierait le fédéralisme. L'article 171, qui consacre la séparation du budget national au budget provincial. Appliquez ça. Article 175, 40, 60. Mettez ça, donnez aux gouverneurs, les gouverneurs de province n'ont pas les 40%, rétrocédez les 40%. Si vous laissez, par l'autonomie des provinces, le port de Matadi, développer la ville de Matadi, on n'aurait pas ce que nous avons. Et puis pourquoi les gens ont peur du fédéralisme? La Suisse, elle est moins petite que le Congo central, mais elle est fédérale. La plupart des pays au monde sont fédéraux. Notre unitarisme là nous a avantagé en quoi? Pendant tout ce temps, tout l'argent vient à Kinshasa et les uns bouffent. Non, c'est pas normal. Moi, je suis même en train d'envisager, quand je serai aux affaires, apporter que la police soit fédérale. On ne peut plus avoir une police nationale, que chaque province puisse avoir sa police, que les fils de chaque coin puissent garder leurs parents et leur ville. Voilà. Merci beaucoup, Barnabé Milingagno, surtout de votre passage. Barnabé Milingagno Wimana. Merci beaucoup. Voilà. Merci à l'échelle du monde. Merci vous hante. Oui, toujours. tu en as tous les jours. Non, c'est vous. J'aime ta garde-robe. Maintenant, là, tu as Mobutu. Ah. Voilà, tout de suite. Yvonne Yanga. C'est Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba. C'est Jean-Marie Kassamba. Par rapport à tout ce qu'il fait en termes de soutien, en termes d'apport technique auprès des journalistes. J'aimerais, au nom de la presse de Kinshasa, vous demander, si possible, que ces journalistes soient relaxés pour qu'ils fassent son travail. Tout ça là, journalistes, ils allaient monter aux pesa basam, ils allaient monter si sam. Au cours de l'analyse nayo, au petit point de vue nayo en tant que journaliste, au cours de la technique nationale, on a combat peuple.